Radio J. Radio J, le grand entretien. Radio J. Bonjour Patrice Duhamel. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J, journaliste politique, homme de télévision, de radio, de presse écrite, à la tête des programmes de RMC ou de France Inter, sur la 5, directeur de l'information, sur France 3, directeur général chargé de l'antenne. Il est long, votre CV, mais ça c'est un CV au-delà, ce cumul de postes. Qu'est-ce que vous en retenez ? J'en retiens beaucoup d'affection pour le service public, que ce soit à la radio ou à la télévision. J'en retiens que c'est formidable de travailler en équipe, que ce soit quand on est journaliste de terrain ou quand on dirige un média. Et j'en retiens que de plus en plus, avec le grand virage des réseaux sociaux et des chaînes d'information continue, depuis, disons, pour simplifier, le début du XXIe siècle, il faut tenter, parce que c'est pas facile, d'exercer au maximum, compte tenu des circonstances, notamment dans les circonstances actuelles, le sens des responsabilités. Voilà, justement... c'est une mission lourde pour moi. Je ne suis plus patron de médias depuis que j'ai quitté France Télévisions en 2010, mais j'ai eu beaucoup de responsabilités. Et je mesure avec le recul le poids de ces responsabilités. Alors maintenant, je fais des livres, je fais des documentaires, je participe à des scénarios de fiction politique, mais c'est pas de même nature. Mais voilà, je regarde, je ne juge pas parce que je déteste donner des leçons, mais c'est très difficile d'exercer un métier de patron de médias dans les circonstances actuelles, pas seulement à cause de ce qui se passe au Proche-Orient, mais parce que je crois que tout le monde a sous-estimé notamment ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Justement, c'est ça que j'allais vous demander. Les chaînes d'infos en continu, ça veut dire que c'est l'information qui fait l'audience. Vous qui avez été directeur de la rédaction et puis aussi à la tête de chaîne de télévision, est-ce que ça pose problème sur le traitement de l'information ? Ce qui pose problème, c'est quand, en fonction de l'audience, quand elle est mesurée, ce qui peut arriver techniquement en instantané. Par exemple, là, nous ne sommes pas en direct, mais si nous étions en direct et que votre directeur vient vous voir en vous disant au bout de 5 minutes ou de 10 minutes, à l'interview, l'audience est en train de baisser, vous allez avoir envie d'interrompre cet entretien, ce qui sera votre droit d'ailleurs. Mais vous voyez l'impact que ça peut avoir. Donc il faut une hiérarchie de l'information. Et puis ensuite, il faut essayer de s'y tenir dans la durée, sans trop s'adapter à l'immédiateté. C'est ça la difficulté. Et c'est d'autant plus difficile que les chaînes d'infos, c'est le traitement aussi de l'immédiateté. Donc il faut trouver le bon curseur entre la couverture de l'actualité, ce qu'on appelle l'actualité chaude, les breaking news, etc., et puis avoir le recul nécessaire par rapport à cette actualité pour pouvoir analyser, décrypter, expliquer. Cette frontière entre l'instantané et le recul, c'est très difficile. Et non, mais globalement, je trouve que les chaînes d'information françaises se débrouillent plutôt bien de ce point de vue-là. Si vous étiez directeur d'une chaîne d'infos en continu aujourd'hui, quelle place laisseriez-vous au talk, au plateau, au reportage, à l'information ? Comment vous distribueriez les choses ? Vous parlez de ce qui se passe, de la situation au Proche-Orient ? Non, pas seulement. C'est-à-dire sur la teneur des émissions, parce qu'il y a énormément de plateaux d'ailleurs sur ces chaînes d'information en continu et assez peu de reportages. Est-ce que ça, d'après vous, puisque le journaliste a aussi un rôle en matière de prise de décision citoyenne, est-ce que ça, à votre avis, c'est une bonne chose, cette espèce de décrochage en fait par rapport au reportage ? Oui, mais il y a le reportage et puis il y a les envoyés spéciaux sur le terrain. Oui. Alors, il y a peut-être peu de reportages. On fait des comparaisons avec les journaux télévisés, mais ça n'a rien à voir. Les journaux télévisés, c'est
voilà, un conducteur avec une hiérarchie de l'information, on commence par telle chose, etc. Ça dure 35-40 minutes, notamment à 20 heures ou à 13 heures. Toujours avec énormément de monde. D'ailleurs, on dit que les gens regardent de moins en moins la télévision. C'est pas totalement exact. Les plus jeunes regardent moins en direct, mais ils regardent aussi Des replays. sur les sites, les replays, etc. Mais tous les soirs à 20 heures, si vous additionnez les journaux de TF1 et de France 2, vous êtes entre 10 et 12 millions de téléspectateurs selon les jours. Et si vous ajoutez à ça l'audience à la même heure des chaînes d'information, vous allez arriver à 13, peut-être parfois 14 millions de téléspectateurs, ce qui est absolument énorme. Donc, je ne vais pas vous répondre aussi, si j'étais à leur place, voilà ce que je ferais, parce que je vous ai dit tout à l'heure, je n'aime pas donner de leçons. Ouais. Ni de conseils. Quand on m'en demande, je donne mon avis, mais voilà. Bah, je voulais je pense que ce qui compte, c'est la présence sur le terrain par rapport à l'analyse et au décryptage. Mais la présence sur le terrain, c'est pas forcément des reportages qui ont été faits une demi-journée avant ou la veille. C'est aussi les envoyés spéciaux en direct qui expliquent et qui racontent ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils voient quand ils sont sur le terrain. C'est quoi un bon journaliste ou que ce soit en Ukraine. C'est quoi un bon journaliste? Oh là là, ça c'est une question difficile. Hein. Un bon journaliste, c'est... Je n'aime pas l'adjectif objectif parce que ça recouvre plusieurs réalités. Je pense que c'est celui qui arrive à manifester à la fois de la rigueur par rapport aux faits, en donnant les sources quand c'est possible, parce qu'il y a toujours un gros problème de sources, qui essaie d'avoir le maximum de recul par rapport à ce qu'il voit ou ce qu'il a à commenter. Après, la difficulté, c'est la part des choses entre ce que vous évoquez, ce que vous traitez, et vos convictions personnelles, et de trouver là aussi le bon curseur. Quand vous n'êtes pas sur une chaîne ou dans un journal de presse écrite d'opinion, où là, vous pouvez exprimer vos convictions de telle ou telle manière, mais c'est de trouver ce bon équilibre. Moi, j'aime pas tout ce qui vient des pays anglo-saxons, mais je trouve que, par exemple, la différence qu'on peut faire entre le fait et le commentaire, c'est très intéressant. Et que les lecteurs, ou que les auditeurs, ou que les téléspectateurs sachent, voilà ce que sont les faits, et voilà ce que sont ensuite les commentaires. Le mélange entre les faits et le commentaire, c'est parfois un petit peu difficile et un petit peu dangereux. Duhamel, c'est un nom, le vôtre, mais aussi... pas seulement le mien. Voilà, mais aussi celui de votre frère Alain ou de Benjamin Duhamel, qu'on voit notamment sur BFM TV. Tous journalistes, tous de la même famille, tous journalistes politiques. Le virus de l'info, pourquoi c'est familial chez vous ? C'est familial parce que nos parents, en ce qui concerne Alain et moi, et grands-parents en ce qui concerne mon fils Benjamin, s'intéressaient beaucoup à la vie publique en général, à la vie politique en particulier. Il y a toujours des histoires familiales, hein, notamment à travers la guerre. Et que c'était une forme de passion familiale, qu'il n'y avait pas un déjeuner ou un dîner ou une réunion de famille où on ne parlait pas de politique. Je suis en train de terminer un livre qui va sortir en mois de janvier, où je raconte un certain nombre de souvenirs sur des couples exécutifs, président, Premier ministre, parce que je les ai tous connus, sauf De Gaulle. Depuis Pompidou, tous les présidents et tous les premiers ministres, je les ai connus plus ou moins bien, hein, certains très très bien, d'autres d'un peu plus loin, mais j'ai tous connus, j'ai tous l'occasion de leur parler. Et dans ce livre, je raconte notamment un déjeuner de famille le lendemain du référendum de 1969 où De Gaulle a perdu et donc a démissionné au milieu de la nuit. À 20h, les chaînes de télévision ont donné le résultat. Donc le non l'a emporté. À minuit 10, le général de Gaulle fait publier un communiqué par son secrétariat en disant « Je cesse d'exercer mes fonctions. Cette décision prendra effet le lendemain à midi. » Et de ce déjeuner, il y en avait qui avaient voté oui au référendum et beaucoup qui avaient voté non au référendum.
Et même ceux qui avaient voté non se disaient il manque quelque chose dans le paysage. Le général de Gaulle a démissionné, ça va bizarre. au-delà de l'événement politique, historique. C'est une espèce de quelque chose qui s'écroule. Et c'était j'ai toujours eu souvenir de ce déjeuner parce que c'était un moment De désorientation. extrêmement fort. Et les débats familiaux chez nous, ils étaient toujours très affectueux, très courtois, etc., etc. Mais ils étaient tendus parce que on n'était pas. Ma mère avait des convictions de gauche, socialiste, et mon père était plutôt un centriste. Donc ils n'étaient pas si éloignés que ça, mais en même temps, voilà, c'était des périodes. La naissance de la Ve République, Général de Gaulle, puis Georges Pompidou, Giscard, etc. Le 10 mai 81, par exemple, c'était un vrai sujet. C'est ce que j'allais vous demander, le 10 mai 81, de quoi on parlait à table. Alors le 10 mai 81, moi je présente la soirée électorale avec Jean-Marie Cavada sur la première chaîne. Moi j'avais une étiquette de giscardien. Parce que j'étais chef du service politique, puis rédacteur en chef de TF1 à cette époque-là. Pour dire les choses, j'ai été très impressionné par les débuts de Giscard, le début pas seulement les 100 jours. Les 100 jours, j'ai fait un documentaire il n'y a pas longtemps sur les 100 jours de la Ve République, les 100 premiers jours de tous les présidents. Donc on en est au 8e avec Emmanuel Macron. Et c'est très impressionnant. C'est pas les 100 jours de Napoléon, c'est les 100 jours de Roosevelt qui avait dit quand il avait été élu, vous verrez au bout de 100 jours les résultats. Les fameux 100 jours que tout le monde, dont tout le monde parle, mais qui ne débouchent pas forcément sur les fameux 100 jours. Voilà. Et j'avais été très impressionné par les 100 jours de Giscard. Et j'étais pas le seul d'ailleurs parce que après j'ai été très critiqué. J'avais une espèce d'étiquette de giscardien. Je connaissais bien Giscard personnellement, mais je l'ai surtout bien connu après sa défaite, après le 10 mai 80 et dans les années qui ont suivi. Mais les 100 jours, vous êtes beaucoup trop jeune, mais en quelques semaines, il y a eu le droit de vote qui passe de 21 à 18 ans, la réforme du divorce... C'était une modernité, on a du mal à l'envisager maintenant. Le début des travaux, et ensuite c'est allé très vite au débat parlementaire sur la libéralisation de l'IVG. Et avec le recul, les plus jeunes qui sont en train de m'écouter disent que c'est ce vieil ancien combattant qui nous parle de ses souvenirs, mais c'était très spectaculaire. Bien sûr. Il y avait un vrai une mouvement jeunesse et puis même lui, il était plus jeune que les autres présidents. Voilà, il y avait un vrai dynamisme Giscard, même si aujourd'hui, et même les journaux d'opposition saluaient ce qui s'est passé. Donc le 10 mai 80, on ne vote pas la même chose chez nous. Moi, je vote pour Giscard, mais je sais que dans ma famille, il y en a pas mal qui ont voté pour Mitterrand. Après, quand je me suis fait virer... C'est comme une troisième mi-temps de rugby, vous avez quand même fait la fête ensemble? Ce soir-là, non, parce que... Non, pas ce soir-là, mais après. Moi, j'avais pas trop envie de faire la fête. Le climat était très particulier, parce que c'était la première alternance depuis 23 ans. Voilà. Non, mais ça n'a pas... Il n'y a pas eu de bagarre dans la famille. Alors justement, vous parliez de Giscard d'Estaing, vous me dites que vous l'avez connu. Quand on parle... Très bien connu. Quand on parle des journalistes politiques, il y a toujours cette image d'Épinal par rapport aux journalistes politiques, c'est-à-dire, ils sont journalistes politiques, donc ils s'acoquinent avec le pouvoir, donc en fait, ils n'ont pas d'indépendance, etc. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. C'est absurde. Quand on est journaliste politique, c'est quoi le bon équilibre entre, effectivement, avoir des affinités éventuellement avec quelqu'un et puis avoir les affinités nécessaires pour obtenir les informations, tout en restant le journaliste qu'on est et conserver un regard critique, d'autant plus que les hommes politiques, la persuasion, c'est leur métier aussi. Mais je ne comprends pas les critiques qu'on fait aux journalistes politiques en disant « mais
vous ne devez pas les voir, vous devez garder la distance. Mais si vous n'avez pas d'informations en allant à la source principale, c'est bien de parler à des conseillers techniques ou à des conseillers en communication, mais il vaut mieux voir la personnalité elle-même. Après, vous avez le recul nécessaire pour juger soit positivement, soit négativement, soit de manière contrastée. Mais je trouve ça absurde. Moi, j'ai toujours déjeuné. Je n'ai pas voté Mitterrand, mais j'étais chef du service politique de TF1, je vous l'ai dit, et on déjeunait avec le service très souvent avec François Mitterrand. Ça nous est arrivé de très nombreuses fois. Je trouve ça, c'est totalement normal. C'est même l'inverse qui n'est pas normal. Qu'un journaliste ou un éditorialiste politique dise « mais moi je veux pas, ça arrive, hein, moi je veux pas voir les hommes politiques, je veux garder ma distance ». Qu'est-ce que ça leur enlève ? Ma femme Nathalie Saint-Cric et mon fils Benjamin Duhamel, il y a quelques mois, ils ont été conviés à déjeuner à l'Élysée par le président de la République avec une dizaine d'autres journalistes ou éditorialistes politiques. Ça a fait une petite polémique, n'exagérons rien, mais ça a fait une petite polémique, comment ils vont aux ordres, etc., etc. C'est absurde. Quand le président de la République, quel qu'il soit, vous invite à déjeuner, vous y allez. Je veux dire, c'est même invraisemblable de se dire qu'on peut se poser la question d'y aller ou de ne pas y aller. Surtout quand on est journaliste politique, effectivement. Voilà. Vous avez commencé, Patrice Duhamel, vous avez débuté votre carrière à 25 ans en travaillant pour l'ORTF. Quand vous avez débuté votre carrière de journaliste, je crois que c'était en 1970. Vous vouliez faire quoi en tant que journaliste ? C'était quoi votre rêve ? Moi, j'ai commencé comme journaliste économique, parce que j'avais fait des études de sciences économiques. Je suis passé quelques mois au service de la recherche de l'ORTF pour faire un rapport sur comment les chaînes de télévision en France et à l'étranger parlent de l'information économique, parce que c'est pas toujours facile d'expliquer l'économie. Et à ce moment-là, il y en avait assez peu dans les journaux. Et puis, il y a eu la réforme de l'ORTF initié par le Premier ministre de l'époque, que je connaissais très bien, Jacques Chaban-Delmas, qui était le Premier ministre de Georges Pompidou, qui a posé plein de problèmes politiques d'ailleurs, parce que l'entourage de Pompidou trouvait que Chaban était trop libéral de ce point de vue-là. Donc il y a eu à ce moment-là un premier mouvement, mais je voulais être... Est-ce que je suis rentré à l'ORTF en me disant je vais être journaliste politique ? Non, parce que je crois énormément au hasard, moi, dans la vie politique. Là aussi, sur la famille, il y a des images d'Épinal, sur les réseaux sociaux, tout le monde dit la famille Duhamel, plus ma femme, plus ma nièce qui est ministre des Sports, etc., etc. Qu'est-ce que c'est que voilà, ils sont partout, c'est affreux. Bah, ça vous fait un point commun avec les Juifs. Voilà, exactement. Et, selon les antisémites. C'est absurde, c'est du hasard. On n'est pas de l'aristocratie française. On vient d'une famille de bourgeoisie normale, moyenne. Et voilà, on a tous travaillé. Il n'y a pas eu de précaré, telle ou telle chose. Simplement, on a... Je vois avec notre fils, on parle beaucoup politique depuis qu'il a, je sais pas, 10-12 ans, quoi. C'est normal, il était en classe, il parlait aussi de politique avec certains de ses copains. À partir de 12-13 ans, on peut... voilà. Mais... Quand soi-même on est journaliste et que son fils est journaliste et qu'on le voit en train de faire des interviews politiques à la télévision, est-ce qu'on a envie de le corriger ? De le corriger, non. De lui dire ce qu'on pense, si c'est bien ou si c'est moins bien, oui. Oui. Différemment des autres journalistes. Par exemple, il y a quelques jours, il a fait une interview de Jordan Bardella. Oui. Et il a posé les questions. C'était la fameuse interview où Jordan Bardella a dit que Jean-Marie Le Pen n'était... Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen soit antisémite. Voilà. Donc il a fait avancer le débat d'une certaine manière. Oui. Voilà, donc on en parle très, très librement, mais ma femme et moi, on n'est pas en permanence lui dire c'est bien, c'est pas bien, lui donner des conseils, etc. Il a pris son autonomie, d'une certaine manière, son envol. Presse écrite. Simplement, on le met en garde, et depuis longtemps, sur le milieu médiatique, politique, journalistique, est un milieu extraordinairement difficile. Encore une fois, je ne suis pas obsédé, mais c'est la réalité.
avec les réseaux sociaux. Il se fait quand même bien maltraiter sur les réseaux sociaux parce que le fils, le neveu, le cousin, etc., c'est assez insupportable. Parfois avec des responsables politiques qui s'en donnent aussi à cœur joie, mais ma femme aussi. Moi, j'ai une différence avec eux, c'est que ma femme très peu. Lui, à son âge, c'est normal, il a 29 ans, sa génération, il les regarde pas énormément, mais il regarde un peu les réseaux sociaux. Mais moi, je les regarde pas du tout. Donc voilà, je suis tranquille de ce point. S'il se passe une chose particulière sur les réseaux sociaux, on me le dit. Mais je ne le regarde pas. Je n'ai pas de compte Twitter, etc. Ça ne m'intéresse pas. On en reparle de tout ça dans un instant, puis aussi de la suite de votre parcours, notamment à travers divers médias. À tout de suite, Patrice Duhamel. Et nous sommes donc de retour avec le journaliste Patrice Duhamel pour ce grand entretien sur Radio J. Patrice Duhamel, on a parlé un petit peu de votre vie familiale, on a parlé de votre vision de ce qu'est le journalisme. Maintenant, on va s'attaquer un petit peu au dur, on va parler de votre carrière. Vous avez été à la fois journaliste en presse écrite, à la fois en radio et en télévision. Qu'est-ce que vous avez préféré et pourquoi ? J'ai préféré... c'est pas une réponse de Normand, j'ai une partie d'origine normande, mais c'est pas une réponse de Normand, mais j'ai aimé la diversité entre la presse écrite, la radio et la télévision. Et si vous me demandez ce que j'ai vraiment préféré, c'est une aventure collective formidable qui a été la 5 entre 1987 et 1992. Ça s'est mal terminé, mais sont des souvenirs très forts. Et puis tous les journalistes que je croise qui étaient à la 5, qui maintenant pour une très grande majorité d'entre eux, parce qu'ils étaient tous très talentueux, on retrouve un petit peu partout dans les médias, et c'est très bien comme ça. Et puis, je vous le disais au début, beaucoup d'affection, plus que de l'attachement, de l'affection pour le service public, que ce soit, j'ai adoré Radio France, dont j'ai été directeur général, et j'ai adoré France Télévisions, dont j'ai été aussi le directeur général. D'après vous, qu'est-ce qui fait la spécificité du service public par rapport aux autres médias ? C'est quoi ? C'est les moyens ? C'est les gens ? Là, il y a une très bonne définition du service public, de l'audiovisuel, qui n'est pas de moi, qui est d'un de mes amis, qui est un grand universitaire, qui a été membre du CSA, qui s'appelle Francis Ball, qui dit « Le service public... ça doit traiter ce que les autres ne font pas et traiter différemment ce que les autres font aussi. » Voilà, par exemple, sur l'information ou sur les programmes, on parlait de ma femme il y a quelques instants, elle a écrit un livre il y a 2 ans sur le dernier amour de Georges Clemenceau, avec une jeune éditrice qui avait quarantaine d'années de moins que lui. C'était un vrai coup de foudre romanesque, très intellectuel, et il y a un film qui a été adapté de ce livre et qui a été diffusé il y a quelques jours avec Pierre Arditi qui joue le rôle de Clemenceau, qui est absolument formidable. Et ce film, cette fiction, a fait un score d'audience magnifique, 2,5 millions devant TF1. C'est une immense satisfaction, ça, par exemple. Il n'y a que le service public qui fait ça, qui fait ce genre de choses. Des films, moi, ça veut dire que le service public, c'est pas la priorité, c'est pas que l'audience, c'est ça qui donne cette marge. L'audience est important parce que je connais pas un journaliste ou un homme ou une femme de programme qui n'a pas envie d'avoir le maximum d'auditeurs ou de téléspectateurs, bien évidemment, mais ça ne doit pas être une obsession. Ça fait partie des priorités. De mon point de vue, ça n'est pas la priorité numéro 1, mais en tout cas, ça doit absolument pas être obsessionnel. Il ne faut pas choisir un programme de radio ou de télévision dans le service public, selon moi, parce qu'on sait que ça va faire de l'audience. Puis parfois, on a des surprises aussi, peut-être. Parfois, il y a des surprises. C'est quoi d'ailleurs votre meilleure surprise sur quelque chose comme ça, un programme lorsque vous étiez directeur qui vous plaisait, donc vous vous êtes dit allez banco, et ensuite... je vais vous donner un exemple. Quand on est arrivé à France Télévisions en 2005 avec Patrick de Carolis, on avait décidé, et on l'avait annoncé dans la campagne, puisqu'il y a des campagnes aussi pour être élu président de France Télévisions, ce qui était son cas, et on a travaillé sur ce programme avec lui. On avait dit qu'on ferait des grandes adaptations
des fictions adaptées de grands auteurs, et on a commencé avec des adaptations de Maupassant. On a fait plusieurs saisons avec des adaptations, des nouvelles ou des romans de Maupassant. Et les responsables de France Télévisions étaient à la fois intéressés, mais un petit peu sceptiques, en disant est-ce que c'est pas de la vieille télévision, etc. Et ça a été un triomphe en audience. On a eu, je sais plus, 4,5 millions, 5 millions de téléspectateurs. Est-ce que vous avez et quelques mois plus tard, j'ai su que la vente des livres de poche de Maupassant avait augmenté de 60% à la suite de ces adaptations. J'ai trouvé ça formidable. De la même manière, on avait décidé de remettre du théâtre en première partie de soirée, en direct. Et du théâtre, une synthèse de la diversité entre des pièces de grands auteurs, Marivaux, Hugo, etc., et des auteurs contemporains, quelques pièces de boulevard. Et j'ai reçu une lettre que j'ai trouvée très émouvante d'un couple qui m'a écrit en disant qu'on était tellement content de revoir du théâtre à la télévision à 20h30, parce qu'à ce moment-là, c'était 20h30, qu'on s'est habillé comme le jour de notre mariage. Ah, c'est très joli. On voulait regarder cette pièce avec entre guillemets, nos habits du dimanche. On a fait aussi des grands documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, c'est d'une série qui continue d'ailleurs maintenant, qui s'appelle Apocalypse. Et je me souviens qu'on avait eu des problèmes avec le CSA, savoir les images étaient quand même des images de la Seconde Guerre mondiale, que vous pouvez imaginer. Et donc, il avait été recommandé, je crois qu'il fallait éviter que les jeunes de moins de 10 ou 12 ans le regardent. Et nous, on avait contesté ça, et puis on s'est rendu compte, quand on a reçu les chiffres d'audience le lendemain, que les jeunes, sans doute avec leurs parents ou leurs grands-parents, avaient été des centaines et des centaines de milliers à regarder ce programme. Et c'était fait pour ça. Alors, c'est pas seulement ça, le service public. Il faut aussi divertir. Il y a des belles émissions de divertissement. Il faut aussi faire... Mais quand on dit faire différemment de ce que font les autres, par exemple, sur le cinéma, on diffuse des grandes comédies françaises, des films américains, mais aussi aider les jeunes créateurs, voilà. Alors, est-ce que vous avez été directeur de chaîne et vous êtes aussi journaliste politique. Avec tout ce que vous me racontez, j'ai envie de vous poser une question qui peut sembler générale, mais pourtant c'est impossible de ne pas la poser. Qu'est-ce que vous avez appris de la France en étant à la fois directeur de programme de différentes chaînes et journaliste politique ? L'extraordinaire difficulté de gouverner en observant Je termine mon livre qui sort dans quelques semaines là-dessus d'ailleurs. Moi, je trouve qu'on critique beaucoup trop les hommes politiques. Alors, je suis le premier à en critiquer. Je veux dire, quand je lis certains tweets de Jean-Luc Mélenchon, je ne vais pas dire que c'est un grand homme politique. Ouais. Je trouve ça franchement affligeant. Le dernier sur la marche de dimanche est totalement affligeant. Laissez penser que les gens qui vont marcher contre l'antisémitisme dimanche sont de près ou de loin associés au massacre, entre guillemets, à Gaza, c'est quelque chose d'assez invraisemblable. Mais globalement, le journaliste politique vous dit on critique trop les hommes politiques. Moi, je crois en leur sens de l'intérêt général. Alors, ils peuvent faire des erreurs et ils en font. Mais quand De Gaulle dit comment gouverner la France, ce pays qui a 248 variétés de fromage, eh ben, il a raison. Et quand Emmanuel Macron, alors c'est sans doute trop provocateur, mais parle des Gaulois réfractaires, il a aussi raison. C'est extraordinairement difficile en France de faire des réformes. Dans mon secteur, que je connais bien, toutes les réformes de l'audiovisuel, c'est toujours extraordinairement difficile. C'est vrai que c'est difficile de gouverner ce pays. Voilà ce que pense le journaliste politique. Pour le reste, je pense qu'on sous-estime les Français, et notamment sur le plan intellectuel et culturel. Je parlais du film sur Clémenceau d'il y a quelques jours, ou des programmes... regardez les émissions que faisait il y a quelques années, longtemps malheureusement, Bernard Pivot,
Et le lendemain, dans la librairie, les gens, ils venaient, ils disaient, je voudrais cet essai ou ce roman dont Bernard Pivot, dans Apostrophe, a parlé hier. Je pense qu'on sous-estime l'appétit culturel et intellectuel des Français trop souvent dans les médias. C'est pas le cas actuellement dans le service public. Ils font beaucoup de choses très bien, que ce soit à la radio ou à la télévision. Il y a bien entendu beaucoup d'erreurs, comme toujours. Mais moi, j'en ai fait énormément et on en a fait beaucoup. Oui, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on avance. Exactement. Vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux. Effectivement, vous, quand vous avez commencé à être journaliste, ça n'existait pas. On parle souvent de ce que ça peut apporter de mauvais. Mais est-ce que, d'après vous, ça peut aussi apporter quelque chose de bon aux journalistes? Je ne parle pas en termes de narcissisme, je parle par exemple en termes de retour direct de personnes qui regardent des programmes et qui donnent leur avis. Oui, bien sûr, il y a toujours des choses intéressantes et positives à retirer. Et puis les réseaux sociaux, ça permet aussi de traiter de manière plus rigoureuse des phénomènes épouvantables comme le harcèlement, etc., etc. Mais globalement, c'est quand même terrifiant. Moi, je n'ai rien contre le fait que chaque personne intervenant sur les réseaux sociaux donne son avis. Le problème, c'est que cet avis n'est pas forcément argumenté, documenté, etc. C'est plus des avis, le plus souvent, passionnels, de réflexes, et disons-le, plus souvent de réflexes négatifs que de réflexes positifs. Voilà. Donc la régulation des réseaux sociaux, mais la régulation, c'est un mot un peu technocratique, mais voilà, il y a des mots qui ne devraient pas pouvoir être écrits et véhiculés par ces réseaux sociaux, et c'est sûr que maintenant, on dit plus Twitter, on dit X, ou sur TikTok, il y a des choses qui sont inadmissibles et qui devraient pouvoir être. Alors techniquement, c'est extraordinairement difficile. C'est l'Arcom qui est chargé de ça maintenant, oui. Qui le fait avec ses moyens, qu'il faudrait peut-être d'ailleurs encore développer, mais qui le font avec énormément de professionnalisme. Voilà, mais c'est terriblement difficile. C'est terriblement difficile, dites-vous, effectivement, sur l'Arcom, vous qui avez notamment qui avez dirigé des chaînes, était directeur des programmes. Avant, il y avait le CSA. C'est pareil, c'est une instance de régulation. Voilà, il y a eu le CSA, il y a eu la Haute Autorité, il y a eu la CNCL, et maintenant il y a l'Arcom. Et maintenant il y a l'Arcom. Comment est-ce que ça se passe quand on est directeur des programmes avec ce type d'instance? Parce que souvent elles sont critiquées, notamment actuellement, avec des choses qui sont choquantes, qui peuvent passer sur certains programmes de télévision d'opinion, et l'Arcom n'agit pas forcément quand elle est saisie. Pour le CSA, il y avait aussi des critiques. Quand on est directeur des programmes, dans quelle mesure est-ce qu'on tient compte de ça, des organes de régulation? On dialogue avec eux. Il nous arrive aussi il nous arrivait, moi je parle pour la période où je dirigeais Quand on dit on dialogue, ça veut dire concrètement, dès qu'on veut mettre en place un programme? Non, pas du tout. Voilà, pas du tout. Ça se passe comment, une ou deux fois par an, régulièrement, on vient présenter les grilles de programme, mais simplement, il arrive qu'il y ait des convocations parce qu'il y a eu telle ou telle erreur qui est jugée grave, et qu'à ce moment-là, elle peut éventuellement entraîner des sanctions. Mais je vous trouve un peu sévère sur l'instance de régulation actuelle, parce que l'Arcom, je pense, joue son rôle, instruit les sujets tels qu'ils lui sont quand il y a des plaintes qui sont déposées. Voilà, il le fait avec, à mon avis, tout à fait beaucoup de rigueur et d'honnêteté intellectuelle. Et c'est nécessaire. Imaginez aujourd'hui le paysage audiovisuel ou le paysage des réseaux sociaux sans une instance de régulation. C'est inimaginable.
Voilà. Déjà, avec une instance, il y a des choses qui passent, notamment sur les réseaux sociaux. Après, justement, c'est aussi ça, la démocratie. La démocratie, elle est imparfaite. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a des choses, effectivement, Mais on a, comme disait Churchill, on n'a rien trouvé de mieux que la démocratie. Alors, justement, ça, quand on est journaliste et qu'on est journaliste politique, on est confronté à différents courants politiques. Aujourd'hui, on parle de courants populistes. Vous, à l'époque, évidemment, il y avait comme courant notamment radical, il y avait l'extrême droite de Jean-Marie Le Pen. Quand on est Moi, j'ai connu, journaliste politique, j'ai connu Jean-Marie Le Pen faisant moins de 1% des voix. Alors, justement... Alors après, je l'ai vu malheureusement progresser régulièrement. C'est exactement la question que j'allais vous poser. Quand vous avez commencé, Jean-Marie Le Pen était très bas et vous l'avez vu progresser progressivement. Quand on est journaliste politique, comment est-ce qu'on vit ça, c'est-à-dire se retrouver face à quelqu'un qui a des idées radicales et devoir quand même lui poser des questions avec lesquelles, idées et valeurs avec lesquelles on est en désaccord formel. Total. Comment on fait ? Eh bien, on l'interroge. Je donne surtout pas de leçons parce que c'est extraordinairement difficile. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais les premières grandes émissions politiques avec Jean-Marie Le Pen, notamment l'heure de vérité, il y a eu un énorme débat, une énorme polémique sur le thème, est-ce qu'il faut l'interroger, pas l'interroger, etc. Et d'ailleurs, après, on a dit que c'est à cause ou grâce, en fonction du point de vue duquel on se place, que c'est grâce à cette émission que ça lui avait donné une visibilité folle qui n'était peut-être pas nécessaire. Quand on représente un courant politique significatif, qu'on puisse intervenir sur les médias de service public, ça me paraît tout à fait logique, naturel et démocratique. Après, il y a la manière de à l'époque, il faisait moins de 1% d'après vous. Non, au moment de l'heure de vérité, c'était beaucoup plus. C'était combien, 4, 5 ? Je ne sais plus, je ne sais plus très précisément, mais on était loin des 1%, parce qu'on était à l'époque de François Mitterrand, qui lui-même, dans une lettre, avait trouvé naturel et normal que Jean-Marie Le Pen... Quel regard vous posez aujourd'hui quand il y a des hommes politiques comme ça qui, eux, ont fait, par exemple, très peu de scores à la présidentielle, notamment, je ne sais pas, Marion Maréchal, par exemple, qui est interviewée sur des plateaux télé alors qu'elle n'a pas d'élu à l'Assemblée nationale. Non, mais elle représente en l'occurrence pour les élections européennes un courant politique dont le leader a fait, je crois, 6-7%, quelque chose comme ça aux élections présidentielles. Et alors là, pour le coup, on parlait de l'ARCOM il y a un instant, c'est la loi qui impose que ces courants puissent s'exprimer. Vous savez, je parlais de Gaulle tout à l'heure, entre sa démission en 1946 et son retour en 1958, il s'est écoulé 12 ans. C'était ce qu'on appelait la traversée du désert. Il avait quasiment pas le droit de parler sur les antennes du... Je compare pas une seconde et un millionième de seconde de Gaulle avec ce qu'on vient d'évoquer, bien entendu. Je parle de la manière dont on doit s'exprimer quand on représente quelque chose. Vous, voilà. Quand vous vous retrouviez face à quelqu'un que vous deviez interviewer, dont vous ne partagiez absolument pas les idées, comment est-ce vous vous préparez à ça ? Et quand vous vous retrouvez face à cette personne qui peut vous dire des choses scandaleuses, qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête pour dire ce qui compte, en fait, c'est pas moi, c'est effectivement les gens qui écoutent et que ce soit éclairant ? L'idéal, et encore une fois, je donne pas de leçons parce que c'est très difficile, l'idéal, c'est de poser des questions de la manière la plus rigoureuse et la plus factuelle possible. Voilà, vous prenez les propositions les unes après les autres et vous essayez de les faire décortiquer et expliquer par la personne que vous avez en face de vous. Mais dans le service public, chacun doit... Après, on conteste. Il y a une époque où il y avait des journalistes qui ne voulaient pas interviewer certaines personnalités. Oui. D'après vous, c'est une bonne chose que ce soit terminé ? Je pense que tout le monde, à partir du moment où on représente un nombre significatif d'électeurs, doit pouvoir s'exprimer. Après, on regarde, on conteste, on critique, qu'on soit un téléspectateur, un auditeur ou un journaliste. Oui,
J'aime pas la censure, mais arriver à faire dire des choses, à faire aller au fond des choses sur des propositions qui sont éminemment contestables et critiquables, c'est aussi intéressant. Y compris des gens qui ont été, par exemple, condamnés en justice pour des propos, je ne sais pas, racistes, antisémites, s'ils se présentent et qui font un certain score, d'après vous, il faut les recevoir quand même ? C'est compliqué, mais il arrive que certains de ces propos, et même la plupart du temps, ces propos ont été tenus en réponse à des questions posées par des journalistes. Ça a permis d'une certaine manière de faire apparaître ces horreurs épouvantables qui ont été prononcées. Voilà. Par exemple, c'est un résultat. Et donc, c'est éclairant. Donc, c'est éclairant d'une certaine manière. Et ça crée un précédent aussi, peut-être. Oui, mais vous avez aussi l'obligation que toutes les sensibilités politiques soient représentées. Alors, après, pour être complet sur la réponse, dans le cadre de la loi, il y a des choses qui sont interdites. Il y a ce sujet effrayant. Moi, j'imaginais pas vivre ça un jour sur l'antisémitisme actuellement. L'antisémitisme, c'est condamné par la loi. Donc, si vous avez quelqu'un à l'antenne qui manifeste de manière claire des propos, qui prononce des propos antisémites, et ben, tout simplement, il va être puni par la loi. Il va être poursuivi et puni par la loi. Et c'est très bien comme ça. L'antisémitisme, vous en parlez. L'antisémitisme, il y a une époque où on en parlait peu, en réalité, notamment après la guerre, dans les années 50, 60. C'était presque un sujet qui n'existait pas. Aujourd'hui, l'antisémitisme, on en parle énormément et l'antisémitisme atteint des sommets en France. Quel regard, vous portez sur la façon dont l'antisémitisme a évolué à travers le débat politique, ce qui est charrié d'antisémites dans le débat. Très simplement, me semble-t-il, parce que on pouvait pas, sans doute pas imaginer il y a quelques années qu'une partie de la gauche, de l'extrême gauche, pourrait véhiculer de près ou de loin des propos flirtant gravement avec l'antisémitisme. Ça, on ne pouvait pas l'imaginer. On savait qu'il y avait une forme d'antisémitisme d'extrême droite, qui a toujours malheureusement existé, et qui continue d'exister, mais on ne pouvait pas imaginer, voilà, ça c'est un élément nouveau, malheureusement nouveau dans notre société. Mais ma réaction personnelle, de ce point de vue-là, depuis le 7 octobre, ça a été d'abord de la sidération sur cette vague d'antisémitisme, et ensuite la nécessité d'expliquer, et de re-expliquer, et de rappeler ce qui s'est passé. Mais est-ce que vous avez l'impression, parce que en fait c'est outre ce qui s'est passé le 7 octobre, est-ce que vous avez l'impression, puisque... Mais c'est important de rappeler à chaque fois ce qui s'est passé le 7 octobre, parce qu'on dit aujourd'hui il y a une guerre mais l'émission elle n'est pas datée. Il y a une guerre entre Israël et c'est pas une guerre. Le Hamas, c'est pas une guerre. Il y a une forme, il y a bien entendu de conflit militaire entre... Non, voilà. Mais le point de départ, c'est une agression le point de départ n'a rien à voir avec un conflit, voilà. En fait. Mais ce que je voulais vous demander, c'est outre... Parce que on n'arrive pas à ce qui se passe aujourd'hui sans qu'il se soit rien passé avant. Donc, c'était ça mon propos. Vous, le regard que vous posez en tant que journaliste politique sur la façon dont on parle d'antisémitisme globalement, comment ça a évoqué, et dont on parle aussi peut-être des minorités et de la minorité juive en général dans le débat politique, dans le débat public, avant même ce 7 octobre, même si effectivement ça pose un point de rupture. Mon point de vue, c'est que d'abord, j'aime pas, par exemple, on parle beaucoup de... C'est pas anecdotique, je veux dire. On parle beaucoup des Juifs de France. Moi, je préfère dire les Français juifs. C'est totalement dans la communauté française. C'est une évidence. Et deuxièmement, je pense qu'il faut être absolument intraitable. Intraitable.
Et c'est pas le cas dans le... Ah non. Non, il y a eu des moments où on n'était pas forcément... Le on collectif, intraitable, c'est pas seulement les gouvernements, les hommes politiques, c'est la société française. C'est insupportable. Le moindre acte d'antisémitisme est quelque chose d'insupportable. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose. À gauche, maintenant, dans une partie de la gauche, il y a de l'antisémitisme. Et de l'extrême gauche. Et de l'extrême gauche. Et on s'y attendait absolument pas. Vous, y compris avec votre expérience de journaliste politique, vous avez pas senti poindre quelque chose qui pouvait renvoyer à de l'antisémitisme, même si c'était pas dit de façon consciente? À ce niveau-là, non. Non. Je n'avais pas mesuré de ce point de vue-là. Et ça vous interroge sur quoi, ça, de pas, avec l'expertise politique que vous avez, ça vous interroge sur quoi? C'est pas que ça m'interroge, c'est que d'abord le phénomène me terrifie. Et ensuite, je veux dire, on n'est pas des devins. Moi, je suis pas dur. Tout ce que je peux souhaiter aujourd'hui, c'est que la manifestation de la société, notamment la grande marche initiée par les présidents le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, soit vraiment utile et qu'il y ait le maximum de monde, qu'il y ait une prise de conscience générale. Ce qu'on appelle la société civile, c'est pas seulement quand vous avez un nom politique qui rentre dans un gouvernement, c'est aussi la réaction de la société française dans son ensemble. Le moindre acte antisémite, là il y en a 1100, 1200 depuis un mois et quelques jours, ce qui est absolument effrayant. Mais le moindre acte antisémite doit être décortiqué, dénoncé avec une vigueur totale. D'autant plus que... J'ai du mal à comprendre parfois l'absence de mémoire de la société française. Voilà, comment l'absence ça de mémoire. Il y a une histoire dans ce pays, ce qui s'est passé sous la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'ai connu Zemmour comme journaliste politique. Quand je l'ai entendu dire que Pétain avait sauvé des Juifs, je n'imaginais pas ça. J'imaginais pas entendre ça une fois dans ma vie. Je suis désolé, c'est un acte d'humilité ou peut-être de naïveté, mais j'étais complètement abasourdi. Comment on peut dire une énormité pareille? Patrice Duhamel, qu'est-ce que vous aimeriez, comment vous aimeriez qu'on parle de vous quand vous n'êtes pas là? Je me pose pas ce genre de questions. Sur les responsabilités que j'ai exercées, notamment dans l'audiovisuel public, que j'ai été utile à un moment donné. Voilà, mais c'est aussi modeste et humble que ça. Vous savez, il faut rester... voilà. Mais par exemple, dans le prochain livre qui va sortir, je parle de mes souvenirs. Je dis pas, voilà, mes mémoires. Je considère que mes mémoires, ça intéresse... Voilà, des souvenirs ponctuels, ça peut intéresser. Mais les mémoires, non, il faut rester... Il faut que les observateurs et les journalistes restent à leur place, humbles. Voilà. Merci beaucoup Patrice Duhamel d'avoir été avec nous pour ces grands entretiens sur Radio J. Merci. Merci.